président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil constitutionnel prend acte de votre prestation de serment et en dresse procès-verbal. De la prestation de serment du président de la République. Procès verbal de prestation de serment du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. L'an 1990 et le 10 novembre à 11 h dans la salle des congrès du Palais des Congrès à Brazzaville, par devant le plénum du comité central du Parti congolais du travail, de l'Assemblée nationale populaire et du Conseil constitutionnel, le colonel Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a, conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la Constitution, prêté solennellement serment suivant la formule consacrée. Je jure fidélité au peuple congolais, à la Révolution et au Parti congolais du travail. Je m'engage, en me guidant des principes marxistes-léninistes, à défendre les statuts du parti et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais dans le travail, la démocratie et la paix. Le Conseil constitutionnel, en vertu des dispositions de l'article 69 de la Constitution, a pris acte de la prestation de serment du président du comité central, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit le président du Conseil constitutionnel, colonel Louis-Sylvain Goma. Donc du 7 février, l'homme de masse, l'homme des actions concrètes. Viva! 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 Soutien! Nakusalela peuple na bisala bisalu nyonso. Inza ya Congo populaire. À présent, nous allons devoir inviter très respectueusement celui qui, par son autorité, a su redonner vigueur et célérité à l'action révolutionnaire dans notre pays. Celui qui, par son sens de l'équité et de la justice, a su rétablir la confiance des Congolais en eux-mêmes en les invitant à bâtir dans le travail acharné une société de progrès et de démocratie. Celui qui, par son ouverture, a su renouer le cordon ombilical entre les cadres et les masses populaires. Enfin, celui qui, par son intégrité, a su replacer la République populaire du Congo à sa place historique dans le concert des nations. J'ai nommé le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à bien vouloir prendre la parole. Chers compatriotes, camarades militants,
Aujourd'hui, il est définitivement établi que le mouvement du 5 février 1979 a confirmé sa signification profonde et le sens de son action en assurant et en garantissant la justesse de la ligne de notre parti, le Parti congolais du travail. En effet, au lendemain de la disparition tragique du président Marien Ngouabi, l'enjeu politique et idéologique visait à évaluer et à tester la capacité du parti à assurer sans violence inutile sa suprématie sur les divers courants réactionnaires et dangereux dont des circonstances historiques précises commençaient à favoriser l'émergence en son sein. Les masses populaires, fidèles à leur rôle historique, ont, face à ce danger, engagé victorieusement la bataille du 5 février 1979 qui nous a permis, tout au long de ces 5 dernières années, d'entamer les unes après les autres les tâches de réhabilitation du parti, de l'affirmation de son rôle dirigeant, de la réorganisation de la vie politique nationale, notamment par la mise en place des institutions démocratiques. En reprenant l'initiative à tous les niveaux pour organiser le peuple et opérer des changements salutaires, les révolutionnaires congolais, les membres du Parti congolais du travail ont vérifié dans la pratique que l'unité de la gauche était nécessaire, surtout lorsqu'elle s'opérait au sein du parti, en vue de l'accomplissement efficace de la révolution nationale, démocratique et populaire. Tous ont compris que la condition du succès résidait non seulement dans la réorganisation et le renforcement du parti et des organisations de masse, mais aussi dans la mise en place des institutions démocratiques au niveau de l'État, à travers la relance du pouvoir populaire et son corollaire, la décentralisation administrative. Il s'agissait de démocratiser la vie nationale et de quitter les chemins tortueux de l'arrogance et de la volonté de puissance comme principe de direction du parti et de l'État. Enfin, le peuple voulait la paix dans l'unité pour rassembler toutes les énergies en vue du redressement de l'économie nationale. Au cours des 5 années écoulées, nous avons mis tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le mouvement du 5 février, notamment ceux qui sont consignés dans les documents du 3e congrès extraordinaire qui en fut le couronnement. Le rapport au 3e congrès ordinaire nous a donné l'occasion de rappeler que tout au long du précédent mandat, toute notre action a tendu vers la recherche de la paix et de l'unité. Nous avons toujours voulu la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. C'est dans ce contexte qu'il faut placer notre décision de libérer les détenus politiques, y compris en nous faisant violence, les auteurs ou complices de l'assassinat ignoble du président Marien Ngouabi. À ce jour, l'assainissement et la démocratisation de la vie politique nationale, la réorganisation et le renforcement du parti sont des réalités dans notre pays. Nous avons donc accompli les tâches que nous avait assignées le mouvement du 5 février 1979. Malheureusement, malgré nos appels à l'unité, à la paix,
malgré notre volonté de rassembler toutes les énergies autour du parti en vue de la construction nationale, les forces du mal, des professionnels du crime ont endeuillé notre peuple par des actions terroristes d'une rare cruauté. Nous avons pris l'engagement de rechercher par tous les moyens les auteurs et complices de ces faits criminels. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Mais nous ne nous laisserons jamais guider ni par la haine, ni par un quelconque esprit de vengeance propre aux sociétés arriérées. Dans cette tâche de sécurité de notre peuple, nous n'accomplissons qu'une œuvre de justice. La lumière devra être faite et les coupables devront subir le châtiment qui correspond à leur forfait, dans le strict respect des lois et règlements de la République. La République populaire du Congo, État de droit, n'a aucun conflit de priorité face aux questions de droit et des libertés de l'homme. Notre pays respecte les libertés individuelles en tant que contrepartie des obligations des citoyens vis-à-vis de l'État, de la nation. La République populaire du Congo considère, s'agissant de ces questions, que l'être humain ne peut être libéré de la peur et du besoin qu'en participant dans une communauté organisée dont il accepte les règles aux tâches de production des biens économiques, sociaux et culturels. C'est ici qu'il faut rappeler notre mot d'ordre. Chacun sera jugé au résultat. De même, nous disons, chacun sera traité en fonction des actes qu'il aura posés contre la Révolution. Notre position de principe vis-à-vis des tenants de la ligne liquidationniste et du courant droitier est contenue dans le rapport au 3e congrès ordinaire de notre parti. Dans ce rapport, nous affirmions que la ligne droitière et liquidationniste a bel et bien été vaincue. Et si, par hasard, certains partisans demeurent au sein du parti, il nous faut procéder à leur rééducation afin qu'ils se rendent compte définitivement des distances qu'ils avaient vis-à-vis du parti et de ses principes de base. C'est pour cela que, tout en maintenant notre volonté de concorde nationale, nous suivons avec attention la pratique des uns et des autres. Sur le plan économique et financier et sur le plan socio-culturel, notre volonté affirmée de redresser la situation s'est concrétisée ainsi que le prévoyait le 3e congrès extraordinaire par l'élaboration et la réalisation du programme complémentaire et du programme transitoire, par la conception et l'adoption du premier plan quinquennal. Nos victoires sur le terrain ont redonné espoir au peuple, car le peuple soumis à des privations de tout genre, obligé de vivre dans l'incertitude du lendemain, commençait à douter de sa propre existence. Aujourd'hui, que le temps nous a un peu éloignés de ces moments de véritable angoisse pour les familles et de tourmente pour le peuple, grâce à une gestion plus ordonnée et mieux coordonnée de nos moyens, bien de personnes, à la mémoire courte, hélas, ont oublié ces temps-là. C'est simplement dommage. En adoptant la rationalité dans la gestion de la vie économique, nous avons choisi de marcher sur le chemin de la responsabilité. Nous savons que la crise ébranle le monde et que dans cette situation, quelle que soit la justesse de notre politique et le savoir-faire de nos experts,
nos succès sont et seront nécessairement insuffisants. Le peuple, confronté aux difficultés concrètes, peut s'interroger sur les résultats obtenus. C'est une attitude légitime. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder ailleurs dans le monde et d'observer les économies, même celles des grandes puissances, où la récession, avec ses multiples corollaires, nous rappelle que nous ne nous portons pas si mal, bien au contraire. Les résultats obtenus au triple plan politique, économique et socio-culturel pendant les 5 dernières années, et dont nous avons abondamment parlé lors du 3e congrès ordinaire, nous imposent, au moment de raffermir le pas et d'accélérer la marche, de prendre l'engagement de nous en tenir à la ligne du parti, à ses objectifs immédiats et à moyen et long terme. Chers camarades, renforçons le rôle dirigeant du parti et la liaison avec les masses. Affermissons les conquêtes du peuple travailleur par la poursuite des objectifs du 5 février 1979 pour une avancée révolutionnaire plus profonde dans l'unité, le travail acharné et la paix. Tel était le thème de notre 3e congrès ordinaire. Ce grand événement de la vie de notre parti, dont le succès a réjoui tout notre peuple, nous impose, ainsi que nous l'avons déjà dit, des devoirs. La tâche sera d'autant plus ardue qu'il s'agira de mériter davantage de notre peuple. Le 23 septembre 1984, le peuple s'est rendu aux urnes et, par un vote massif et positif, a marqué son adhésion à notre politique actuelle et a agréé le choix des hommes pour la conduire. Dès lors, les révolutionnaires congolais, les membres du parti, les patriotes sincères doivent, ensemble, apporter leur contribution à l'unité des éléments avancés du peuple au sein du parti, ainsi qu'à celle de tout le peuple autour du parti. Cette attitude est indispensable au moment où les tâches sont de plus en plus complexes et où le fonctionnement du parti doit entraîner tout le système pour que nos programmes s'accomplissent victorieusement. Il s'agit de mobiliser toutes les forces, de procéder scientifiquement à leur organisation, afin de faire face à toutes les batailles. Le Parti congolais du travail, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, les organisations de masse et les organisations sociales doivent avancer en rang serré en vue de remporter des victoires encore plus grandes. Dans l'unité, nous réaliserons nos nombreuses tâches et particulièrement les tâches d'édification de notre économie. Là-dessus, le plan reste pour nous un guide précieux. En même temps que nous poursuivrons la réalisation de notre premier plan, en même temps, nous nous attacherons à la conception, à l'élaboration et à l'adoption du 2e plan dont les grandes lignes ont été tracées par le 3e congrès ordinaire. Il s'agira de poursuivre les opérations déjà entreprises dans la mise en place des infrastructures, engager avec force la grande bataille de la production dans tous les secteurs, avec un mot d'ordre essentiel: l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Tout doit être mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Personne ici n'ignore la situation alimentaire dans le monde et singulièrement dans le tiers-monde.
L'an 2000 peut paraître une date éloignée et certains ignorent peut-être que l'an 2000, sur lequel ont été fondées les prévisions catastrophiques pour l'avenir de l'homme, c'est tout proche. On doit savoir que les 2 tiers de la population qui habiteront le monde vivent déjà. Il y en a dans cette salle, car c'est dans 16 ans, l'an 2000. Lorsqu'en 1962, la FAO présenta le plan indicatif mondial pour le développement de l'agriculture, on avait fortement espéré, à travers les grandes lignes de ce plan, que 1985 verra la fin du cauchemar de l'humanité que constituent la faim et la sous-alimentation. 12 ans plus tard, il était convoqué en urgence à Rome une conférence mondiale sur l'alimentation qui devrait statuer sur les famines massives et sur la chute inquiétante des réserves alimentaires. Cette conférence avait, à son tour, déclaré solennellement que la faim et la sous-alimentation ne devaient être, en 10 ans, que de mauvais souvenirs. Toutes ces tentatives ont échoué. Sur la planète, le nombre des victimes de la dénutrition et des conditions précaires d'existence dans les pays sous-développés ne se compte plus. Les chiffres publiés par les organisations internationales qualifiées sont à cet égard fort significatifs. Ainsi, on a noté récemment qu'il y avait dans les pays sous-développés plus de 500 millions de personnes affamées, 1,5 milliard d'êtres humains qui n'avaient pas accès aux médicaments, plus d'1 milliard qui vivaient dans une misère extrême, 2 milliards qui ne disposaient pas d'eau courante, plus de 200 millions d'enfants qui n'avaient pas accès à l'école, tandis que 1,5 milliard de personnes dépendaient encore du feu de bois, etc. En Afrique, au sud du Sahara, plus de 40% de la population souffre de famine. Bref, selon un récent rapport de la FAO, la production alimentaire des pays sous-développés a pris du retard sur la demande au cours de ces 20 dernières années. Et cette tendance devait, selon le rapport de l'Organisation internationale, persister jusqu'à l'an 2000 si les conditions de production, de commercialisation et de distribution des aliments ne sont pas améliorées. La première remarque que l'on peut faire est que ce qu'on